شكرا للسيد رئيس الجلسة، شكرا سي منير، شكرا على هذه الفرصة التي تتاح لمركز الدراسات القانونية والقضائية والتي أتحناها لأنفسنا وللسادة الحضور ليتم فسح المجال لتبادل الأفكار والآراء والانتقادات إن وجدت في خصوص هذا القانون، قانون الشيكات، في ضوء التصورات الجديدة والخيارات الكبرى التي وضعها المشرع في أوت 2024. محاضرتي التي سيكون عنوانها La nouvelle loi sur l'échec, une lecture légistique. C'est une intervention qui sera axée en deux temps. Un premier temps qui va partir des fondamentaux de la rédaction légistique, de la norme légistique et de la législation d'une manière générale. La deuxième partie de mon intervention va être axée sur la réglementation de la loi sur l'échec, un nouveau paradigme apporté par cette nouvelle réglementation en mois d'août 2024 par l'intervention législative apportée par le législateur tunisien. Alors, tout le monde se posait les questions, on parle légistique, mais c'est quoi la légistique? Réellement, c'est quoi? À partir du moment où on commence à traiter un texte normatif, immédiatement, on traite une question légistique, excusez-moi, une question de législation, une question normative, une question de rédaction d'un texte normatif. Alors, je vais revenir un petit peu sur des historiques qui va vous permettre de remonter avec moi un petit peu le temps sur cette question de la nécessité d'avoir cette notion de légistique dans l'émergence qu'on va traiter tout à l'heure. Alors, depuis l'époque grecque, Démosthène rapportait une coutume grecque consistait, excusez le terme, à pendre le promoteur de toute nouvelle loi qui sera refusée par l'Assemblée du peuple afin d'en limiter la quantité. À Tacite également qui qualifiait de corruptissima la République qui a le plus de lois, c'est la notion corruptissima republica plurame legis. À Martin Luther, au marquis de Sade, qui tous les deux se rejoignaient sur la nécessité de faire court et bon, peu et bien, les métaphores percutantes et les hyperboles abondent. On parle d'une manière générale de catastrophe naturelle. Alors, comment ça, catastrophe naturelle? On assistait à une marée montante d'actes législatifs, on assistait à une avalanche de normes, une inondation et un fracas de mots. Le jardin d'Éden législatif n'a jamais donc existé. Depuis l'époque romaine, l'époque grecque, phénicienne, carthaginoise, les critiques envers la mauvaise qualité de loi n'a cessé d'exister. Inefficacité, trop grande quantité, extrême complexité, révision trop fréquente, ou au contraire trop peu fréquente, parfois trop forte précision, ou simultanément ou paradoxalement également trop forte imprécision. Un phénomène où la loi peine à faire la loi. Un peintre français qui s'appelait Georges Braque, c'est un peintre français qui a vécu à la même époque de Pablo Picasso. C'est la montée du cubisme. Il a dit une phrase très pertinente. Il a dit « J'aime la règle qui corrige l'émotion ». Alors, dans la tourmente des passions législatives, parfois, la légistique trace des limites au surgissement de l'irrationnel, à l'enthousiasme normatif qui saisit souvent le législateur afin de produire un impact législatif aussi juste qu'optimal. L'émergence de la légistique. Depuis des années, je ne vous choque pas si je vous dis que c'était depuis les années 1900, on a vécu l'apparition de ce qu'on appelle l'émergence de la légistique. Alors, c'est quoi la légistique? La légistique, c'est un processus, ou bien c'est un moyen qui contribue
création des normes en suggérant au législateur d'asseoir son intervention sur des fondements objectifs, 1, sur une analyse de problèmes fondée, 3, des buts basés, 4, des causes réfléchies, 5, une estimation raisonnée sur les faits. Et aujourd'hui, on saisit l'occasion, puisque nous avons parmi notre auditoire des parlementaires qui seront certainement intéressés par tout le concept qui entoure la rédaction d'un texte normatif, les basiques, les fondamentaux, ainsi que la checklist qu'il fallait avoir sous les mains à partir du moment où on a à traiter d'un texte normatif. Alors, la logistique se divise d'une manière générale. La question, c'est en deux normes, en deux sections, on peut dire ça, une partie matérielle et une partie formelle. La partie matérielle, ce sont les options législatives. Ce sont en quelque sorte les choix du législateur. Qu'est-ce qu'il a choisi de faire, le législateur? Qu'est-ce qu'il veut faire réellement? Quels sont les choix stratégiques du législateur à travers la création ou bien la modification d'une norme constante qui existait déjà, ou bien la création d'une nouvelle norme pour réglementer une situation qui existe dans la société. Ça, c'est la partie matérielle de la logistique. La partie formelle de la logistique, c'est la partie qui va nous permettre de choisir le moyen. On va introduire cette réforme, ou bien on va introduire cette réglementation à travers quoi? En quelque sorte, on va dire, l'URA, c'est quoi? Est-ce qu'on va choisir une loi transversale? Est-ce qu'on va choisir une loi normale? Est-ce qu'on doit choisir un règlement? Il faut choisir le texte, le format dans lequel on va choisir la décision à travers laquelle on va introduire le choix du législateur qui va être mis en application par la suite. Alors, je partage avec vous cette roue qui représente en quelque sorte le cycle législatif. Ce cycle législatif est en quelque sorte copié au cycle d'évaluation des politiques publiques. On a presque la même chose. On parle presque du même cycle qui existe pour l'évaluation des politiques publiques. C'est le même, avec les mêmes concepts. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, ce cycle. Ce cycle, il commence déjà par, tout en haut, une analyse d'impact prospective. C'est ce qu'on appelle une évaluation ex ante. Une évaluation avant le démarrage. Alors, avant d'entrer sur un terrain, on doit regarder qu'est-ce qui se passe. Ex ante, qu'est-ce qu'on a sur le terrain, il existe quoi, quelles sont les options, quelles sont les situations, quels sont les problèmes. Ça, c'est l'ex ante. On est dans cette évaluation qui va nous permettre de regarder qu'est-ce qui se passe sur le terrain. On va descendre juste en dessous et on va se retrouver sur ce qu'on appelle le premier démarrage, ça sera avec la logistique matérielle. La logistique matérielle, c'est dans la phase prospective, dans la phase de préparation. Juste en bas, on sera sur un croquis. C'est un terme d'ingénieur, mais un croquis qui va nous permettre de dessiner, de commencer par dessiner les premières lignes de cette nouvelle dimension, de cette nouvelle structure normative qu'on voulait introduire. Donc on va essayer de tracer un petit croquis. En bas de ce croquis, qu'est-ce que vous allez trouver? Alors, vous allez trouver 1. Une analyse, 2. Définir les buts, 3. Une stratégie. Comment on va faire? Ça, c'est le démarrage à travers cette étape de logistique matérielle prospective. Deuxième étape, on aura ce qu'on appelle une logistique formelle. Dans la logistique formelle, qu'est-ce qu'on va trouver? Si vous regardez la roue, vous allez trouver l'esquisse, l'ébauche, l'ouvrage et l'usage. Donc, dans la phase de l'esquisse, lorsqu'on va commencer à écrire le texte, c'est l'étape 2, on va commencer à rédiger le texte. Sur cette étape, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des thèses normatives. Quelles sont les différentes thèses qu'on voulait se poser? C'est une question bien déterminée. On va trouver un emboîtement normatif. Troisièmement, la structuration, comment on va essayer de structurer ce texte. À l'ébauche, deuxième étape, c'est la formulation. Là, on va commencer à faire une formulation
d'un texte normatif, on va essayer de trouver une formulation correspondante, adéquate. Est-ce qu'on est trop dans la contrainte, dans l'obligation, un texte qui sera trop contraignant, un texte qui ne sera pas trop contraignant? On va choisir comment ce texte va se présenter dans sa formulation. Troisième étape, c'est l'ouvrage. On va se trouver avec un ouvrage. C'est le texte dans sa situation, dans son fini, comment on va le retrouver. Dernière étape, c'est l'usage. Alors, l'usage, c'est l'étape qui va permettre de regarder la pratique, la mise en œuvre d'un texte, qu'est-ce que ça va donner. Mais avant de faire cette étape de légistique, cette deuxième étape de légistique formelle sera suivie par ce qu'on appelle la légistique matérielle rétrospective. Donc, une fois que nous avons introduit ce texte sur le terrain, on aura une autre étape, c'est l'étape de retouche. Et là, pour vous dire qu'il ne sera jamais choquant si, dans quelques mois, dans quelques années, on va se retrouver avec une nouvelle réforme sur le chèque, parce qu'on a besoin d'introduire une réforme, parce que l'usage a montré un déficit, l'usage a montré quelques difficultés par rapport à ce texte, et là, on a besoin de faire des retouches. Donc, cette étape de retouche, elle va permettre de faire un réexamen après avoir fait une réévaluation, et on va avoir à faire une étude d'impact ex post. Une fois que le texte a été mis en œuvre, que la pratique a donné quelques exercices, on va regarder, on va observer qu'est-ce que cette pratique a donné, et on va se dire par la suite, oui, mais ce texte, il n'a pas été aussi efficace, il faut reformer 1, 2, 3, 4. On a quelques problématiques qui ont été posées par le texte, et c'est pas méchant. Donc à partir du moment où reconnaître que ce texte, on a besoin de l'introduire dans un schéma global qui va permettre de l'introduire pour répondre à un besoin bien déterminé, on sera amené un jour ou l'autre à le ramener et en discuter davantage sur l'efficacité de ce texte et se dire, voilà, ce texte n'a pas été efficace sur certains points, et on sera amené à le réexaminer et en quelque sorte le retoucher. Alors, dans cette roue, dans ce cycle normatif, on va se poser une question bien pertinente. On va se dire, oui, mais une bonne loi, c'est quoi? Mais comment on peut définir une bonne loi? Alors, excusez-moi. Alors, une bonne loi, ça définit comme 3 critères de qualité d'une bonne loi. 1, un critère juridique. 2, un critère factuel. 3, un critère rédactionnel. Alors, le critère juridique, c'est le degré où cette loi, elle est en respect, en harmonie avec son écosystème juridique. On parle de la Constitution, des conventions internationales, les valeurs fondamentales de la société, la religion et tout l'arsenal qui entoure cette norme. 2, les facteurs factuels. On parle des idées, de la qualité et les conséquences liées à cette mise en œuvre de la loi. Donc, on va regarder en quelque sorte la pertinence des objectifs poursuivis. Est-ce que cette loi a été une loi efficace, effective, efficiente? D'une manière générale, on parle d'efficacité de la loi. En troisième lieu, c'est les critères rédactionnels. Et là, c'est vraiment le pur travail du législateur. On va rédiger un texte, mais la rédaction d'un texte normatif, c'est un critère de bonne réglementation. It's sound and effective law. Si on a une loi qui est sound and effective, c'est que ça veut dire, c'est-à-dire on est dans une norme qui est dans un chemin qui va permettre de dire que c'est une loi bonne en quelque sorte. Alors, la rédaction législative, très important, mais il y a 3 exigences essentielles. 1, un texte normatif doit être un texte clair. 2, un texte normatif doit être concis. 3, un texte normatif doit être cohérent. Clarté, concision, cohérence, les 3 critères
principaux d'un texte normatif sound and effect. Comment y parvenir? C'est la question. Alors pour y parvenir, il y a deux éléments fondamentaux, deux grands principes sur lesquels on peut partir. Un, le premier, c'est en veillant à l'harmonie de l'ordre juridique dans lequel s'insère ce texte normatif. Plusieurs éléments peuvent être déterminés. Un, détermination de la situation préexistante. Deux, la recherche des domaines dans lesquels il existe des contradictions et éventuellement des lacunes, des imprécisions, des recoupements ou des conflits. 3, peut-être des comparaisons du droit en vigueur et le droit futur, et le degré d'éventuelles contradictions qui peuvent être soulevées par la mise en œuvre de cette nouvelle loi une fois introduite. 4, une comparaison qui va permettre de déterminer où et comment le nouveau droit s'intégrera dans l'ordre juridique existant. Ça, sur le plan de l'harmonie avec l'ordre juridique. 2, en veillant également à une densité normative adéquate. C'est-à-dire quoi? Une densité normative adéquate. C'est la quantité substantielle de la matière législative, c'est la quantité de la matière normative, combien on a de matière. C'est vraiment, on va regarder la densité de la matière. Un acte législatif ayant une densité normative trop élevée, il est détecté à partir du moment où, vous avez des règles, des solutions qui pourraient être réglementées à un niveau inférieur, c'est-à-dire on introduit une loi alors qu'on aurait pu trouver des solutions à travers des réglementations inférieures, et il a fallu faire plus simple, ne pas passer par le législateur et encombrer davantage le travail législatif et procéder d'une manière plus simple, plus efficace et plus rapide. 2, il y a parfois, on se trouve dans une situation où les règles, on règle des situations atypiques. Alors, le législateur, il intervient juste pour régler un phénomène dans la société. Lorsqu'on se trouve devant une situation atypique, on ne prévoit pas un texte. On ne crée pas une norme pour des situations atypiques. Si vraiment un incident se passe quelque part sur la République tunisienne, on ne va pas créer une norme. On va juste trouver une solution à point pertinente par rapport à cette situation. On crée une norme lorsqu'on veut introduire une règle qui va réglementer une situation apparente qui devient un phénomène observable, qui crée problématique, qui nécessite une intervention législative. 3, lorsque le texte également fait des distinctions inutiles, et donc on va se retrouver dans le bavardage, en quelque sorte, législatif, et ça, c'est pas vraiment quelque chose de bien. Ou bien également lorsque le texte répond à des questions que personne ne peut se poser. Ah ben, le mouchara, il se pose des questions, voilà, on va essayer de dire quelque chose qui n'est pas vraiment très adéquat, et elle n'est pas censée faire ça. Le législateur, il est très pertinent, il répond pertinemment à des questions bien précises, avec une réponse normative, législative, très précise, très exacte, pour garantir son efficacité. Dernier point, c'est que parfois on se retrouve avec un texte là qui complète, un texte législatif complété par des explications. Le législateur n'est pas censé expliquer sur une norme. On introduit une norme pour être appliquée. On n'explique pas. Le législateur n'explique pas la norme. Il décide, il crée la règle et la met en œuvre. C'est à l'exécutif par la suite, lors de la mise en œuvre. C'est à l'exécutif, par la suite, dans la phase de mise en œuvre, de regarder comment cette pratique a donné à des difficultés, et peut-être, éventuellement, on aura besoin d'introduire des notes explicatives pour donner quelques idées sur cette réglementation. Alors, un acte législatif également, il peut être d'une densité trop faible. Alors, on s'attend à ce que le législateur intervienne d'une manière dense, et il ne le fait pas. Il n'intervient pas d'une manière dense, et il me dit quelques petits mots, et ça ne répond pas. Ça ne répond pas à la question. Là, il se contente juste d'énumérer des principes fondamentaux, généraux, au lieu d'apporter des solutions concrètes. Parfois, le législateur laisse trop des questions ouvertes,
ou est trop parfois lacunaire les questions, ne répond pas aux questions cruciales et n'éclaircit pas les situations équivoques, et donc parfois omet d'opérer des distinctions importantes. Donc, ce sont les grands éléments, les deux grands éléments autour desquels la pertinence d'une norme peut être évaluée. Éviter la densité, trop au moindre, et également l'harmonie avec l'ordre juridique. Alors, je partage avec vous, d'après mon expérience personnelle des années dans le travail normatif dans le Centre des études juridiques et judiciaires, quelques problématiques qui s'opposent sur les normes. Parfois, on a des problèmes de rédaction. On se trouve parfois dans une situation où on a des dispositions superflues, des dispositions qui sont dépourvues de portée normative. Et bien, le législateur, il n'écrit pas la norme. On se retrouve, excusez le terme, par rapport à une situation de neuf. C'est pas du neuf, on se retrouve en bavardage juridique et c'est pas censé être vu ni lu par le législateur. Le législateur crée la norme et ne fait pas le bavardage législatif. Parfois, on se retrouve avec des dispositions déclaratoires, descriptives, des grands buts et principes sans effet juridique. Mais bon, oui, ok, mais c'est des principes, mais il faut vraiment créer une norme. Une norme, tout à bas. On ne crée pas des principes. Dans un texte normatif, on ne met pas des principes, on ne met pas des valeurs, on n'échange pas des intentions. Dans un texte normatif, on introduit une règle qui doit être mise en œuvre. Pour récapituler un petit peu ça, respecter des règles d'or. Il y a des règles d'or qu'il faut les respecter. D'après l'expérience comparée, d'après notre travail, d'après le benchmarking, d'après les bonnes pratiques dans le monde entier, comment aborder un texte normatif. Des règles d'or, pas plus que 3 alinéas par article, pas plus de 3 phrases par alinéa, et pas plus d'une idée dans une phrase. Ça, c'est l'idéal. On aimerait bien avoir une norme dans cette dimension qui sera une norme lisible. C'est pour la lisibilité de la norme, c'est la lisibilité du texte normatif. Donc au maximum, on va avoir 3 alinéas, pas trop de phrases, ni phrases trop courtes. Il fallait également énoncer d'abord la règle, ensuite l'exception. Il fallait également énoncer d'abord le principe et par la suite les détails, et faire des renvois précis, et éviter les renvois en cascade circulaire, par exemple. Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. Et ça, on émet toujours un avis contre ce genre de disposition. On ne met jamais une disposition qui renvoie à un texte que personne ne connaît. Monsieur le législateur, faites votre travail, faites un renvoi précis. Dites-moi quel est le texte qui sera renvoyé. Mais le renvoi en cascade, personne ne le connaît. C'est obsolète, c'est pas lisible, on ne peut pas les voir. C'est vraiment à la hâte, on va chercher quel texte et comment il sera appliqué. Donc ça, c'était le premier axe. En premier temps, c'est le traitement législatif de la norme, la création de la norme. Deuxième partie de mon intervention, j'allais trop vite peut-être, c'est la réglementation de la loi sur l'échec, le nouveau paradigme. Et là, je ne vais pas m'attarder trop, mais je vais juste échanger avec vous quelques aspects, quelques exemples qu'on pourrait discuter lors des débats tout à l'heure, qui vont nous démontrer éventuellement comment le législateur a intervenu avec la norme sur l'échec. Alors, excusez-moi, juste que je ramène mon ordinateur et je reviens vers vous. Il me reste combien de temps? En vos accords de début. Merci. Alors, la nouvelle réglementation sur l'échec, ou le nouveau paradigme à l'aune des règles de la légistique, c'est comme ça que j'ai appelé cette deuxième partie. Alors, depuis la modification de cette loi sur l'échec, les réactions n'ont cessé de se répartir entre accueillants et mécontents, entre contestants et heureux. Et sans vous surprendre, je veux vous dire que, éventuellement, on a mis du temps pour introduire cette réforme. Cette réforme aurait dû être introduite depuis bien longtemps parce que la situation a dégénéré, comme ça a été expliqué par Monsieur le Président du Parlement, comme ça a été expliqué par Monsieur le Directeur Général.
Le législateur français, déjà, il a commencé dans les années 70, lorsque nous avons introduit la réglementation sur le chèque, la pénalisation du chèque. Le législateur français, déjà, il a commencé la dépénalisation, un processus de dépénalisation dans les années 70. Et ça a commencé, ça s'est poursuivi pendant des étapes, plusieurs étapes, pour arriver aujourd'hui à une stabilité plus ou moins notée, mentionnée, bien qu'il y a toujours des flottements au niveau de la pratique et la jurisprudence française qui interagit avec cette réforme jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est quoi la problématique avec la réglementation sur le chèque? Ça a été bien dit depuis ce matin, le chèque a été détourné de sa fonction principale. Le chèque, moyen de paiement à vue, se transforme en moyen de crédit. Il a fallu que le législateur intervienne pour arrêter cette hémorragie engendrée par la pratique autour des chèques et la transformer d'un moyen de paiement, comme ça a été dit, à un moyen de crédit. Parmi les objectifs annoncés par le législateur à travers cette réforme, c'est d'aboutir à une recrudescence des chèques sans provision, parce que c'était un élément fondamental de l'introduction de cette réforme, c'est l'abondance des chèques sans provision avec le flux de PV dans les tribunaux qui deviennent encombrés avec des affaires liées aux chèques sans provision. Alors, c'est quoi le quantum? Quelques dispositions, qu'à mon sens, peuvent susciter des débats. Si on regarde un petit peu sur l'article 410, le premier article, la réponse législative apportée par l'article 410, cet article fondamental pour démarrer cette réglementation, il réglemente la relation de la banque avec son client, mais en même temps la relation de la banque avec la Banque centrale de Tunisie, ainsi que les obligations à sa charge. À mon sens, et d'une manière générale, ce texte, pour plus de lisibilité, aurait dû faire l'objet au moins de 2 articles. Il fallait dissocier les obligations de la banque avec son client et les obligations de la banque avec la BCT, parce qu'on parle de 2 dispositions qui n'ont pas la même cadre, le même contexte. On s'adresse à 2 usagers différents, à 2 consommateurs, entre guillemets, de la norme différente. 410, l'article 410, terre, 3e, sur les dispositions de la plateforme. Les dispositions de la plateforme, c'est des dispositions innovantes, audacieuses de la part du législateur. Toutefois, certains détails introduits sur cette disposition aurait été mieux de l'introduire dans un texte inférieur. Pourquoi? Parce que par la suite, ça va permettre une modification de la réglementation sur la plateforme. On aura besoin d'une réglementation sur la plateforme. Et quand on met tout dans des textes normatifs aussi denses, on aura du mal par la suite à revenir pour faire des réformes. Parce que le parcours législatif, il est très long et très coûteux. Donc, certaines dispositions sur la plateforme, tous les détails relatifs à ça, auraient pu être transférés sur un texte de moindre contraignant. Donc, c'est un texte non législatif. Un autre point que je partage également avec vous, et on aura le débat tout à l'heure pour me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord, sur la question de l'interdiction bancaire. L'interdiction bancaire, si vous regardez l'article 410, 410, troisièmement, il annonce l'interdiction bancaire à partir de l'incident de paiement du chèque, à partir de non-paiement, l'absence de provision. On a constaté l'absence de provision ou bien l'insuffisance de la provision, et à partir de ce moment-là, on va se retrouver dans une situation où on est dans un chèque sans provision, et donc la banque informe le client qu'il est interdit de chéquier, c'est l'interdiction bancaire. Tout
Toutefois, si on avance dans le même article, on va se retrouver avec une autre disposition qui est un peu floue, qui va dire que l'interdiction bancaire va intervenir avec la rédaction de l'attestation de non-paiement. Est-ce que l'interdiction bancaire intervient immédiatement avec l'incident de paiement, ou bien l'interdiction bancaire intervient après la rédaction, la préparation de l'attestation de non-paiement? L'article 411, si vous regardez aussi l'article 411 avec moi, c'est un article qui est, à mon sens, extrêmement long. On a été tellement gourmand, on a été tellement ambitieux avec cet article, et on voulait tout mettre. Alors parfois, il ne faut pas être trop gourmand, parfois il faut être raisonnable, manger un petit peu et mettre quelque chose de côté par la suite, et on va revenir. Et donc ce texte 411, c'est un article, à mon sens, qui était un article long et composé parce que quoi? Alors, il part de l'infraction liée à l'émission d'un chèque, sans provision, insuffisance de provision, à la responsabilité bancaire, excusez-moi. Ce texte également, il traite de quoi? Il traite de tribunal compétent pour la révision. Ce tribunal, qui est la Cour de cassation, là aussi c'est une autre question, qui va être saisie pour la révision, peut même prononcer une décision sur le fond. Ça aussi, je pense que sur le plan pratique, va éventuellement alourdir le travail de la Cour de cassation, parce que la Cour de cassation, c'est un tribunal qui veille à la bonne application de la loi, mais ce n'est pas un tribunal de fond. Dernier point, pour ne pas trop s'étaler sur ces questions, sur quelques exemples qui nous permettront d'échanger tout à l'heure lors de débat, le nouveau rôle du ministère public. Et là, quelle question qui se pose, le législateur, à travers cette réforme, il a donné un rôle accru, un rôle fondamental pour le ministère public. Alors, le ministère public, il sera saisi pour l'étape de la conciliation. Le ministère public sera saisi également pour la vérification de l'accord de la conciliation. Le ministère public sera saisi également pour la vérification de l'accord et l'exéquature de cet accord, et également parfois même, si j'ai bien compris, que le ministère public est saisi également pour la délivrance de l'attestation de régularisation une fois que la situation a été régularisée par la personne concernée par les poursuites pénales. Alors ma question est, est-ce qu'on a prévu un système qui va permettre d'accompagner le ministère public, parce que du jour au lendemain, le ministère public n'a jamais été saisi pour faire de la conciliation, il ne fait pas de la conciliation, ce n'est pas son travail. Et bien là, il faut faire un travail d'accompagnement, un travail de communication qui va permettre de sensibiliser le ministère public sur le nouveau rôle fondamental. Parce que, si je résume un petit peu le nouveau process de la loi sur l'échec, il repose une phase en amont et une phase en aval. En amont, c'est entre le client et la banque et la BCT, plateforme milieu, et une phase en aval dans laquelle on va trouver le rôle fondamental du ministère public. Et là, dans l'une ou l'autre, c'est tout un travail, c'est tout un process qui va accompagner tous les deux organismes à mettre en œuvre, et dont l'efficacité de cette nouvelle législation, repose sur leurs épaules. Voilà, je vais m'arrêter ici sans trop étaler sur les détails. Je vous remercie pour votre attention et je serai prête pour vos questions. Merci.